Le meilleur des mondes, écrit par Aldous Huxley, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 11. Suite. Pendant le trajet de retour pour rentrer à Londres, ils s'arrêtèrent à l'usine de la Compagnie Générale de Télévision à Brentford. « Voulez-vous m'attendre ici un instant, pendant que je vais téléphoner » demanda Bernard. Le sauvage attendit et observa. C'était justement la relève de l'équipe principale de jour. Une foule de travailleurs des castes inférieures était alignée, faisant la queue devant la station du monorail. 7 à 800 hommes et femmes gamma, delta et epsilon, n'ayant pas à eux tous plus d'une douzaine de visages et de statures. À chacun d'eux, avec son billet, le chancelier tendait une petite boîte à pilules en carton. La longue chenille d'hommes et de femmes s'avançait lentement. « Qu'est-ce qu'il y a dans ces... » se souvenant du marchand de Venise, « ces cassettes ?» demanda le sauvage, quand Bernard lui rejoint. « La ration de soma pour la journée, » répondit Bernard, assez indistinctement car il mastiquait un morceau de la gomme à mâcher de Benito Hoover. « On le leur donne quand ils ont fini leur travail. 4 comprimés d'un demi-gramme, 6 le samedi. » Il prit affectueusement le bras de John et ils retournèrent vers l'hélicoptère. Lénina entra en chantant dans le vestiaire. « Vous avez l'air bien satisfaite de vous-même, dit Fanny. »« Je suis satisfaite, en effet, répondit-elle. »« Zip, Bernard m'a appelé au téléphone, il y a une demi-heure. Zip, zip. » Elle se dégagea de sa culotte. « Il a un empêchement inattendu. Zip. Il m'a prié d'emmener le sauvage au cinéma 100 ans ce soir. Il faut que je m'envole. » Elle se précipita vers la salle de bain. « Elle a de la veine, se dit Fanny, tandis qu'elle regardait s'éloigner Lénina. Il n'y avait nulle trace d'envie dans ce commentaire. Fanny, avec son bon cœur, énonçait simplement un fait. Lénina avait effectivement de la veine. Elle avait la chance d'avoir reçu en partage avec Bernard une portion généreuse de l'immense célébrité du sauvage, la chance de réfléchir par sa personne insignifiante, la gloire suprême momentanément à la mode. La secrétaire de l'association fordienne de jeunes femmes ne l'avait-elle pas priée de faire une conférence sur ses aventures? N'avait-elle pas été invitée au dîner annuel du club Aphroditeum? N'avait-elle pas paru déjà sur un film des dernières nouvelles sentantes? Paru d'une façon perceptible à la vue, à l'ouïe et au toucher, devant d'innombrables millions de spectateurs éparses sur la planète. Les égards qu'avaient eus pour elle divers personnages en vue n'avaient guère été moins flatteurs. Le deuxième secrétaire de l'administrateur mondial de la région l'avait invitée à dîner et à prendre le petit déjeuner. Elle avait passé un week-end avec sa forderie le grand maître de la justice et un autre avec l'archichantre de Canterbury. Le président de la Compagnie Générale de Sécrétions internes et externes était constamment en communication téléphonique avec elle, et elle était allée à Deauville avec le vice-gouverneur de la Banque d'Europe. C'est merveilleux, bien sûr, et cependant, à un point de vue, avait-elle avoué à Fanny, j'éprouve la sensation d'obtenir quelque chose par abus de confiance, parce que, naturellement, la première chose qu'ils désirent tous savoir, c'est ce qu'on ressent à faire l'amour avec un sauvage, et je suis obligée de dire que je n'en sais rien. Elle hocha la tête. La plupart des hommes ne me croient pas, bien entendu. Mais c'est vrai, je voudrais bien que cela ne le fût pas, ajouta-t-elle tristement avec un soupir. Il est formidablement beau, vous ne trouvez pas? Mais il ne vous trouve donc pas à son goût? Demanda Fanny. Parfois il me semble que oui, et parfois il me semble que non. Il fait toujours tout ce qu'il peut pour m'éviter. Il quitte la pièce quand j'y entre. Il ne veut pas me toucher. Il ne veut pas même me regarder. Mais quelquefois, si je me retourne tout à coup, je le surprends à me dévorer des yeux. Et puis, quoi, vous savez comment sont les hommes quand on leur plaît. Oui, Fanny le savait. Je n'y comprends rien, dit Lénina. Elle n'y comprenait rien. Et elle était non seulement ahurie, mais encore un peu peinée. Parce que, voyez-vous, Fanny, il me plaît à moi. Il lui plaisait de plus en plus. Et voilà qu'il se présentait véritablement une occasion, songea-t-elle, tandis qu'elle se parfumait après son bain. Pouf, 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 une occasion véritable.
Son espoir exubérant déborda en chanson. Presse-moi, blesse-moi, caresse-moi sans cesse. Embrasse-moi jusqu'au coma, presse-moi sans faiblesse. Laisse-moi ta caresse, l'amour est comme du soma. Un capriccio des herbes délicieusement frais, des arpèges cascadants de thym et de lavande, de romarin, de basilic, de myrte, d'estragon. Une série de modulations audacieuses, passant par tous les tons des épices, jusque dans l'ambre gris, et une lente marche inverse par le bois de santal, le camphre, le cèdre et le foin frais fauché, avec des touches subtiles par moments de notes discordantes, une bouffée de pâté de rognon, le plus mince soupçon de fumier de porc, pour revenir aux aromates simples sur lesquels le morceau avait débuté. Le dernier éclat de thym s'estompa, il y eut un bruit d'applaudissements. Les lumières se rallumèrent. Dans la machine à musique synthétique, le rouleau à impression sonore commença à se dévider. Ce fut un trio pour l'hyper-violon, super-violoncelle et pseudo-hautbois qui remplit alors l'air de son agréable langueur. 30 à 40 mesures. Et puis, sur ce fond instrumental, une voix bien plus qu'humaine commença à vibrer, tantôt de gorge, tantôt de tête, tantôt creuse comme une flûte, tantôt lourde d'harmonique, plein de désir. Elle passait sans effort du record de basse de Gaspard Forster aux limites même des sons musicaux, jusqu'à un tri perçant, comme le cri d'une chauve-souris, bien au-dessus de l'ut le plus élevé que lança une fois, en 1770, à l'Opéra ducal de Parme et à l'étonnement de Mozart, Lucrezia Adjugari, seule de toutes les cantatrices que l'histoire ait enregistrées. Affalés dans leurs fauteuils pneumatiques, Lénina et le sauvage reniflaient et écoutaient. Ce fut alors le tour des yeux et de la peau aussi. Les lumières de la salle s'éteignirent, des lettres flamboyantes se détachèrent en relief, comme si elles se soutenaient toutes seules dans l'obscurité. 3 semaines en hélicoptère, superfilm, 100% chantant, parlant synthétique, en couleur, stéréoscopique et sentant, avec accompagnement synchronisé d'orgue à parfum. Posez vos mains sur ces boutons métalliques qui se trouvent sur les bras de votre fauteuil, chuchota Lénina. Sans cela, vous n'aurez aucun des effets du sentant. Le sauvage fit ce qui lui était prescrit. Ces lettres flamboyantes, cependant, avaient disparu. Il y eut 10 secondes d'obscurité complète, puis soudain éblouissante et paraissant incomparablement plus solide qu'elle ne l'aurait fait en chair et en os véritable, bien plus réelle que la réalité, voilà que parurent les images stéréoscopiques, serrées dans les bras l'un de l'autre, d'un nègre gigantesque et d'une jeune femme branchicéphale bêta plus aux cheveux dorés. Le sauvage sursauta, cette sensation sur ses lèvres. Il leva la main pour la porter à sa bouche. Le chatouillement cessa. Il laissa retomber la main sur le bouton métallique. La sensation reprit. L'orgue à parfum, cependant, exhalait du musc pur. D'un ton expirant, une super colombe de rouleaux sonores roucoula. Ouh! Et n'effectuant que 32 vibrations à la seconde, une voix de basse plus qu'africaine pour la profondeur répondit « Ha ha! Ouh-ha! Ouh-ha !» Les lèvres stéréoscopiques se joignirent de nouveau, et de nouveau les zones érogènes faciales des 6000 spectateurs de l'Alhambra titillèrent d'un plaisir galvanique presque intolérable. Ouh! Le sujet du film était extrêmement simple. Quelques minutes après les premiers « ouh » et « ah », un duo ayant été chanté et quelques gestes amoureux affectés sur cette fameuse peau d'ours dont chaque poil, le prédestinateur adjoint avait parfaitement raison, se laissait sentir séparément et distinctement, le nègre était victime d'un accident d'hélicoptère et tombé sur la tête. Pan! Quelle douleur lancinante à travers tout le front! Un chœur de « aou » et de « aïe » s'éleva de parmi les spectateurs. Le choc envoya paître d'un coup tout le conditionnement du nègre. Il fut pris pour la bêta blonde d'une passion exclusive et démente. Elle protesta, il persista. Il y eut des luttes, des poursuites, des voix de fait sur un rival. En fin de compte, un enlèvement sensationnel. La bêta blonde fut ravie en plein ciel et y fut gardée, flottante,
pendant 3 semaines dans un tête-à-tête férocement antisocial avec le nègre dément. Finalement, après toute une série d'aventures et force acrobatie aérienne, 3 alphas jeunes et beaux réussirent à la délivrer. Le nègre fut expédié dans un camp de reconditionnement pour adultes et le film se termina d'une façon heureuse et convenable lorsque la bêta blonde fut devenue la maîtresse de chacun de ces 3 sauveteurs. Ils s'interrompirent un instant pour chanter un quatuor synthétique avec accompagnement de grands super-orchestres et des gardinias dans l'orgue à parfum. Puis la peau d'ours fit une dernière apparition, et dans un fracas de saxophone, le dernier baiser stéréoscopique s'évanouit dans l'obscurité. Le dernier chatouillement électrique s'amortit sur les lèvres, semblable à un papillon de nuit expirant qui palpite, palpite, toujours plus faiblement, toujours plus imperceptiblement, et finit par rester immobile, tout à fait immobile. Mais pour Lénina, le papillon ne mourut pas complètement, même quand les lumières se furent rallumées, pendant qu'il déambulait lentement avec la foule vers les ascenseurs, le fantôme en palpitait encore contre ses lèvres, traçant encore sur sa peau de fines arabesques frémissantes d'angoisse et de plaisir. Elle avait les joues rouges, les yeux comme gémés de rosée. Sa respiration arrivait par saccades profondes. Elle saisit le bras du sauvage et le pressa, inerte, contre elle. Il abaissa un instant son regard sur elle, pâle, douloureux, plein de désir, et honteux de son désir. Il n'était pas digne, il n'était pas... Leurs regards se croisèrent un instant. Quel trésor promettait celui de Lénina? Comme tempérament, la rançon d'une reine. Il se hâta de détourner les yeux, dégagea son bras tenu prisonnier. Il éprouvait obscurément une terreur qu'elle cessât d'être quelque chose dont il pût se sentir indigne. « Je trouve qu'on ne devrait pas voir de pareilles choses, dit-il, se dépêchant de transférer de Lénina elle-même aux circonstances environnantes, le blâme s'attachant à n'importe quelle imperfection passée ou possible dans l'avenir. Pareil à quoi, John? À cet horrible film. Horrible? Lénina fut sincèrement étonnée. Mais je l'ai trouvé ravissant. Il était vil, dit-il avec indignation. Il était ignoble. Elle hocha la tête. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Pourquoi était-il bizarre? Pourquoi s'ingéniait-il à gâter les choses? Dans le taxicoptère, il ne la regarda qu'à peine, lié par les vœux puissants qui n'avaient jamais été prononcés, obéissant à des lois qui avaient cessé d'avoir cours depuis longtemps. Il resta assis, détournant les yeux en silence. Parfois, comme si un doigt avait tiré sur quelque corde tendue, prête à se briser, tout son corps était secoué d'un brusque sursaut nerveux. Le taxicoptère atterrit sur le toit de la maison à appartement de Lénina. Enfin, songeait-elle triomphante, lorsqu'elle descendit de l'appareil. Enfin, quoiqu'il eût été bizarre à l'instant. Debout sous une lampe, elle regarda vivement son miroir à main. Enfin, oui, elle avait le nez un tantinet luisant, c'est vrai. Elle secoua la poudre qui se détacha de sa houppette, pendant qu'il payait le taxi. Il y aurait tout juste le temps. Elle frotta la région brillante, songeant, il est formidablement beau. Il n'a aucune raison d'être timide comme Bernard, et pourtant, tout autre homme l'aurait fait il y a longtemps. Mais maintenant, enfin. Ce fragment de visage dans le petit miroir rond lui adressa soudain un sourire. « Bonne nuit, dit une voix étranglée derrière elle. Lénina se retourna vivement. Il se tenait à la portière ouverte du taxi, les yeux fixés, écarquillés. Il les avait manifestement maintenus écarquillés pendant tout ce temps qu'elle s'était poudré le nez, attendant, mais quoi donc, ou bien hésitant, essayant de se décider, et songeant tout le temps, songeant, elle était incapable de s'imaginer à quelle pensée extraordinaire. « Bonne nuit, Lénina, répéta-t-il, et il esquissa une tentative grimaçante de sourire. « Mais John, je croyais que vous alliez, je veux dire, vous n'allez pas... » Il ferma la portière et se pencha en avant pour dire quelque chose au conducteur. L'appareil bondit en l'air. Regardant vers le bas par la fenêtre du plancher, le sauvage vit la figure relevée de Lénina, blême sous la lumière bleuâtre des lampes. Elle avait la bouche ouverte, elle l'appelait. Sa silhouette, en raccourci perspectif, s'éloignait de lui à toute vitesse.
Le carré de toiture, se rétrécissant, paraissait tomber parmi les ténèbres. 5 minutes plus tard, il était rentré dans sa chambre. Il tira de sa cachette son volume mangé aux souris, entourna avec un soin religieux les pages tachées et froissées, et se mit à lire Othello. Othello, il s'en souvint, ressemblait au héros de 3 semaines en hélicoptère. C'était un noir. S'essuyant les yeux, Lénina traversa le toit jusqu'à l'ascenseur. Tandis qu'elle descendait au 27e étage, elle tira son flacon de soma. 1 gramme, décida-t-elle, ne suffirait pas. Son chagrin valait plus d'1 gramme. Mais si elle en prenait 2 grammes, elle courait le risque de ne pas s'éveiller à temps le lendemain matin. Elle adopta une solution moyenne, et secouant le flacon, fit tomber dans la paume de sa main gauche, creusée en forme de coupe, 3 comprimés d'1/2 gramme.